Matteo Yanni et aujourd'hui avec Marine Imbert, on va parler d'innovation, de start-up, d'entrepreneuriat, de financement, bref, de tout ce qui fait tourner l'écosystème genevois. Oui, Mathéo, je vous donne un chiffre, 2,95 milliards de francs. C'est le montant total levé par les startups suisses l'an dernier, un niveau parmi les plus élevés jamais atteints. Mais à Genève, 2025 n'a pas vraiment été un grand cru, en tout cas si on regarde les chiffres. Et plus largement, les conditions cadres de l'innovation sont aujourd'hui au cœur du débat, tant au niveau genevois que national. Alors, pour en discuter, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Nicolas Durand, directeur de la Fondation Campus Biotech de Genève. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Et nous avons une nouvelle fois le plaisir d'accueillir Antonio Gambardella, directeur de la FONGIT, la Fondation genevoise pour l'innovation technologique. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, on l'a dit en introduction, 2025, ça a été une année difficile pour Genève. Le canton se classe à la 5e place, loin, très loin derrière Zurich, Vaud, Bâle-Ville et même Zug. Alors, quand on regarde les chiffres, le décrochage, il est marqué entre 2024 et 2025. On parle d'une baisse de 70% des investissements. Question pour vous deux, mais comment vous avez interprété ce recul? Peut-être vous, monsieur Gambardella. Je l'ai interprété comme une manière de voir une dynamique qu'il faut interpréter dans la durée. Il ne faut pas faire l'erreur de regarder les doigts plutôt que la lune. Donc, il faut voir les choses au niveau systémique. Et d'un point de vue systémique, on se rend compte que Genève reste quand même un canton relativement petit par rapport à l'innovation, mais c'est également dans la taille du canton, c'est dans les poids relatifs par rapport à d'autres cantons. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que on parle souvent de maturité du système ou de l'écosystème d'innovation en Suisse. Et moi, je pense qu'on n'est pas du tout dans la maturité du système suisse. La raison claire est que si on voit les levées de fonds qu'on a fait, ils sont très, très axés sur les grands tours de financement qui ont été faits ailleurs. En effet, Genève n'a pas eu de grands tours de financement cette année. Et si vous prenez les premières 20 sociétés qui ont levé les fonds en Suisse, et là, vous avez plus de 50% de toute la levée des fonds. Ça veut dire quoi? Que vous avez quelque chose qui est très focalisé sur les grands tours de financement. Et donc, ça peut varier beaucoup dans les années. Mais donc, c'est qu'une question de taille. Quand on parle de Zug, c'est un petit canton aussi. Oui, c'est un petit canton. C'est un canton justement qui a fait des grands levées de fonds. Bâle, par exemple, cette année, a fait 5 levées de fonds qui ont fait largement plus de 2 tiers. Ce que je veux dire, c'est que on est encore très jeune, mais au niveau suisse. Et Genève, peut-être qu'elle est parmi les plus jeunes des cantons vis-à-vis de l'innovation. On le voit également dans les nombres de tours de financement, qui lui, il est à la hausse d'ailleurs. Mais la question, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de maturité. Moi, je pense qu'on rentre gentiment plutôt dans l'adolescence du système, de l'écosystème suisse de l'innovation. Et donc, si vous avez, par exemple, Genève, les années précédentes, on avait eu des levées de fonds importants, Sonar, Ayongtour, Atorius, pour citer quelques-uns, là, évidemment, vous avez les chiffres qui bougent beaucoup. Donc, quand vous avez ce type de dynamique, ça veut dire que le tissu n'est pas encore suffisamment quantitativement dense. Et donc, on est très axé ou très biaisé par rapport aux levées de fonds qui ont des tours de financement très conséquents. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et c'est partout dans la Suisse. Vous, Nicolas Durand, c'est pareil. Genève, c'est un adolescent, alors on est les plus immatures. Non, je dirais pas immature. Je pense que Antonio a bien résumé la situation. Je serais peut-être moins sévère que vous ne l'êtes dans votre introduction, parce que je pense qu'effectivement, le nombre de levées de fonds qui a eu lieu à Genève cette année était relativement stable par rapport aux 10 dernières années. On est autour de 20-25 levées de fonds au total. Ce qui a manqué, et Antonio l'a soulevé, ce sont des grosses levées de fonds. Maintenant, la période actuelle est très compliquée pour les levées de fonds. Il faut quand même reconnaître que les startups qui aujourd'hui doivent chercher du financement ont un travail qui est plus compliqué que par le passé. Et il y a toujours une adéquation à trouver entre l'argent accessible et l'opportunité qu'on représente. Et en Suisse, et on aura l'occasion peut-être d'approfondir la question, mais l'argent accessible est compliqué à obtenir. C'est-à-dire qu'on a relativement peu d'accès à des ventures capitalistes institutionnelles. Les fonds européens sont compliqués depuis la Suisse parce qu'ils ont des limitations aussi qui sont dues à leur mode de fonctionnement, où on se retrouve en compétition avec des entreprises basées aux États-Unis, à Israël, en Chine, qui sont des hubs incroyables.
Et puis, ce qui manque cruellement en Suisse, c'est pas que à Genève, c'est vraiment un problème de la Suisse, c'est qu'on n'a pas vraiment de marché intérieur pour ce type d'entreprise. Et c'est un peu mon petit clin d'œil par rapport aussi à l'Union européenne. On a absolument besoin d'avoir des accords bilatéraux en place avec l'Union européenne pour pouvoir avoir un accès à un marché suffisamment grand pour ce type d'entreprise. Sinon, elles vont malheureusement devoir toutes délocaliser. Mais au niveau national, quand même, 2025, ça a été une très bonne année. Enfin, quand vous parlez de difficultés de recherche de fonds, 2,95 milliards, ça reste un des montants les plus élevés de ces 10 dernières années. Donc, finalement, qu'est-ce qui explique alors ce décrochage avec Genève? C'est un montant important que se partagent que quelques entreprises. Mais si vous regardez la masse des startups, on parle de levées de fonds qui sont entre 500 000 et 4 millions. Donc, la majorité des startups ont levé de l'argent dans les phases initiales qui correspondent assez bien en fait au profil de start-up de Suisse. C'est-à-dire qu'on est très fort pour lever de l'argent auprès de business angels, de early stage, venture capitalistes, mais les grosses levées de fonds sont très compliquées et de nouveau, ça va dépendre des secteurs. Bâle a la chance d'être un peu la capitale mondiale du pharma, donc on va dire les entreprises de biotechnologie pharma lèvent peut-être plus facilement de l'argent en étant basées là-bas. C'est clair que les cantons de Vaud et de Zurich ont la chance d'avoir des écoles polytechniques très fortes. Donc, les développements technologiques issus de ces écoles, souvent, font que les premières années, les fondateurs souhaitent rester sur place par proximité des laboratoires. On a la chance à Genève d'avoir aussi le campus biotech et d'autres institutions qui montrent qu'on a aussi nos startups et que peut-être cette année, elles n'ont pas fait de grosses levées de fonds, mais moi, je suis assez optimiste pour les années futures. Ouais. Et j'aimerais dire une autre chose par rapport à ce que Nicolas vient de dire. C'est à nouveau, vous dites 3 milliards de levées de fonds, c'est un montant important. Mais à nouveau, quand je parle d'adolescence, je ne parle pas de l'adolescence de Genève, mais je parle de l'adolescence de la Suisse au niveau d'innovation. Il faut comparer les choses. Donc, si on voulait prendre un exemple, prenons la taille de la Suisse, les 9 millions en gros d'habitants, on les compare avec Londres. 9 millions d'habitants. Les 3 milliards qui ont été levés en Suisse, si vous les mettez avec Londres, qui a levé 10 milliards l'année passée, ça vous donne l'ampleur de la différence qu'on a. Et ça vous donne tous les chemins qu'il faut faire. Donc, on est dans une phase de croissance au niveau systémique à nouveau. Regardons la Lune. C'est bien, on croît ensemble. Les niveaux des tours de financement, les montants des tours de financement, ce n'est pas énorme, c'est plutôt stable. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça démontre justement qu'on va s'affaiblir vers ce que Nicolas disait tout à l'heure. Le fait de créer la masse critique, mais le but ultime, ce n'est pas de rester à 3 milliards, 3 milliards 5, 4 milliards, et on fait la fête tout le monde. Mais d'arriver jusqu'à Londres, les 10 milliards de Londres, ça c'est le but. Et on y arrive comment? On y arrive comment? On arrive avec les temps, et on arrive surtout avec la quantité de projets. Pour moi, les chiffres importants, c'est justement les tours, le nombre de tours de financement. Et là, c'est là où tout le monde devrait travailler. Après, on aura les superstars. On devra féliciter les grands succès. C'est également votre métier d'ailleurs, de féliciter les gros succès, de féliciter les gros entrepreneurs. Vous avez un entrepreneur comme Nicolas qui a décidé de donner un retour à l'écosystème genevois. Ce sont des gens qui doivent être mis en valeur, comme les Indigènes, comme les Olivier Godin de Sonar Source. Ce sont tous des gens qui ont eu beaucoup de succès. Et c'est avec les succès qu'on arrive à créer après l'effet d'élan de l'écosystème. Maintenant, cet élan, effectivement, un des points positifs, en tout cas, c'est le nombre de financements à Genève. Si là, on compare, il est même plus élevé que lorsque Genève avait atteint des montants de levée de fonds records. Donc, c'était plus qu'en 2022 et même 2024. Mais alors, comment on doit lire ça? Dans le sens, c'est une dynamique positive, mais est-ce qu'on lève plus souvent, mais des plus petits montants? C'est un peu ça la lecture qu'on va se faire, ou comment on doit interpréter ça? Alors, de nouveau, si vous prenez l'angle mathématique, c'est statistiquement pas relevant. C'est-à-dire qu'on a tellement peu d'entreprises qui lèvent des gros montants que si vous en avez une de plus, ça change complètement la manière de voir les choses. Donc, je pense qu'il faut encourager maintenant les projets à lever de l'argent en fonction de leur technologie et de leur industrie, parce que de nouveau, il n'y a pas non plus un besoin absolu de lever des gros montants. Je veux dire, il y a des magnifiques entreprises qui arrivent à changer le monde avec des montants plus modestes. Il faut qu'on soit plus dans la manière de les faire briller. Antonio a tout à fait raison, il faut donner la parole aux entrepreneurs, écouter aussi la manière dont on doit changer les conditions cadres et la manière dont les politiciens accueillent l'innovation, la culture aussi. Je pense que là, je rejoins ce qui a été dit, on est à l'adolescence et ce n'est pas à l'enfance.
si on veut faire évoluer ce mode de succès. Mais l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre, enfin, le nerf de l'innovation. Oui, oui, mais il n'y a pas que l'argent d'ailleurs. L'argent, c'est hyper important. On va revenir, j'espère, sur le sujet par rapport également à des On va parler des phases, conditions cadres, etc. Oui. à des phases de développement des startups qui sont, d'une manière objective, très compliquées aujourd'hui. Donc, faire des levées de fonds avec des phases un peu après ce qu'on appelle l'amorçage, c'est très, très compliqué, surtout dans les secteurs porteurs pour Genève, notamment les sciences de la vie. Donc, si vous parlez des sociétés dans la medtech, dans la biotech, c'est très, très compliqué. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'investisseurs qui viennent. Mais les investisseurs, comment on arrive à les faire arriver? On va devoir montrer les avantages que nous avons, on va montrer les succès que nous avons, parce qu'on a également des succès. Et ça, c'est pour les sciences de la vie. Mais également, il ne faut pas oublier que parmi les succès les plus importants que nous avons dans d'autres secteurs, notamment dans la tech, vous avez des sociétés qui n'ont jamais eu besoin d'élever des fonds. Proton n'était jamais parmi ces sociétés qui ont levé les fonds. Proton, c'est une société de logiciels qui fait des messageries sécurisées et elle est devenue leader mondial sans lever un seul centime à travers ces statistiques. Et on a d'autres exemples. Peut-être si vous me permettez encore juste de compléter, les chiffres qui sont donnés sont les chiffres qu'ils ont obtenus avec la meilleure connaissance possible du marché. Ouais. Mais c'est incomplet. Et je vous donne un exemple très concret. Mon entreprise Abionic a levé de l'argent l'année passée et on ne l'a pas communiqué. Donc, on ne fait pas partie de ce... D'ailleurs, c'était plusieurs millions de francs. La raison à ça, c'est que vous voulez aussi avoir une histoire cohérente. Et quand vous faites des grandes levées de fonds, eh bien souvent, vous n'avez plus envie de communiquer sur les plus petites après coup. Parce que l'histoire est moins belle. Donc, Mais donc ça, si je comprends bien, ça serait plutôt, ça serait pas des gros monts, enfin des centaines de millions de francs quand même. Enfin, quand on lève des grosses levées de fonds, on aime bien le communiquer aussi. bien sûr, mais ça se dépend de la manière dont ça se fait. Je vous donne de nouveau un titre indicatif. J'ai levé un peu plus de 100 millions de francs avec Abionic. Je pense qu'on a communiqué sur les 50 premiers millions. Donc, il y a 50 millions qui n'ont pas été comptabilisés. Ouais. Et on voit ça assez régulièrement, surtout dans la Suisse romande, et je dirais malheureusement à Genève, parce qu'il y a une question culturelle. Également, on aime bien rester un peu discret par rapport à ce genre de choses. Et à nouveau, je pense que ce n'est pas notre problème, c'est également votre problème à vous, et je regarde mes amis de la flag, Oui. parce que c'est également à vous de communiquer les bonnes nouvelles, c'est Oui. également à vous de communiquer les succès. Parce que, comme on dit en mauvais français, success is built on success. So, c'est une manière de créer un écosystème également à travers les succès. Vous parliez de Proton, justement, juste avant. Moi, je voulais vous faire réagir par rapport à un propos que le fondateur de Proton a eu sur LinkedIn. Donc, Andy Yan, sur LinkedIn, il a un peu, on va dire, critiqué l'écosystème suisse. Donc, dans un post LinkedIn, il dit que la Suisse, c'est un des meilleurs endroits pour créer une start-up en Europe. Mais par contre, c'est un des pires pour la faire grandir. Et puis donc, il explique que la plupart des scale-up suisses, elles sont aujourd'hui pilotées depuis l'étranger. Est-ce que vous, Antonio Gambardella, vous partagez cet avis? Proton, d'ailleurs, c'est une société qui a été soutenue largement par la fondation que je représente. Et je pense que Andy, c'est un très bon exemple d'un entrepreneur qui veut rester ici. Oui, Qui est, contrairement à ce qu'il dit, oui, j'allais dire, parce que dans la crazy. presse, on a vu que Donc, il disait qu'il allait peut-être partir quand même. Il critiquait Justement. un peu les conditions. Mais je pense qu'il fait bien d'essayer un peu de secouer la chose parce qu'il y a, à nouveau d'un point de vue objectif, aujourd'hui, et il parle de la Suisse en général, on a des conditions pour les entrepreneurs innovants qui ne sont pas forcément les meilleures pour faire grandir les sociétés ici. Il n'y a pas que la question du financement d'ailleurs. Aujourd'hui, à Berne, si on veut, je pense que les agriculteurs sont beaucoup mieux représentés que nous. Même d'autres secteurs sont mieux représentés que les entrepreneurs. Et je pense que Nicolas, là, a certainement un avis d'un entrepreneur qui a vécu là depuis l'antérieur et peut-être il peut nous dire des choses. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que je représente aussi certaines formes d'entrepreneuriat où on essaie de rendre à l'écosystème en travaillant à travers différentes formes de lobbying politique, justement pour essayer d'améliorer ces conditions cadres. Et une des choses très concrètes que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est une lettre ouverte, un manifeste qu'on a créé avec un groupe d'amis entrepreneurs de la région et qu'on a publié sur un site qui a récolté maintenant plus de 1000 signatures d'entrepreneurs où on dénonce le fait que la résilience a des limites
et qu'il faut que nos politiciens prennent conscience que, effectivement, la Suisse est un paradis pour développer des technologies dans les premières années de développement, mais c'est clairement un cauchemar quand on commence à parler d'industrialisation et de croissance commerciale. Et je pèse mes mots. Avec Abionic, on a eu un énorme souci qu'on n'a pas du tout vu venir avec le développement commercial de l'entreprise. Et on est arrivé malheureusement à la conclusion qu'on n'arriverait pas à continuer à se développer depuis la Suisse, alors que j'ai fait tout ce que je pouvais pour ancrer cette entreprise dans la région. J'espérais avoir le prochain Logitech de la région. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est attendu de la politique. Et il faut les sensibiliser à ça, il faut montrer des exemples, il faut raconter des histoires concrètes et essayer de renverser cette tendance. Et donc lui, il parle vraiment du passage de la start-up à la scale-up. Vous pensez que c'est vraiment ça le point faible Oui. de notre écosystème? C'est ça le point faible. Et le point faible, il est dû à plusieurs raisons. Le premier, c'est que, de nouveau, on n'a pas l'accès au financement nécessaire pour ces phases de croissance. On parle d'énormément d'argent, d'accord? Typiquement, l'ordre de grandeur pour Abionic, nous, on se battait contre des entreprises qui avaient levé plus d'1 milliard de francs. Et on se retrouve avec une incapacité à lever les quelques dizaines de millions ou quelques centaines de millions qui nous permettraient d'atteindre notre point de rentabilité. Ensuite, il y a en Suisse quelque chose qui est extrêmement bien, c'est le frein à l'endettement. C'est-à-dire que c'est ancré dans la loi que la Suisse ne doit pas dépenser plus que ce qu'elle gagne. Et c'est nécessaire d'avoir un mécanisme comme ça, mais ça ne s'applique malheureusement pas à l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'innovation n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Et politiquement, on ne veut pas faire de différence, on ne veut pas faire d'exception. Et du coup, ça met en péril la création de fonds étatiques, ça met en péril le fait que la Suisse va mettre et soutenir ces startups dans cette phase de croissance commerciale. Et puis, finalement, il y a un autre point qui est aussi problématique en Suisse. Problématique, de nouveau, sur le papier, c'est une excellente chose, c'est le fait qu'on ne veut pas de politique industrielle. Et je soutiens le fait qu'on ne veut pas de politique industrielle. Par contre, dans l'innovation, il est nécessaire qu'on ait une stratégie industrielle liée à l'innovation. De nouveau, il ne faut pas être dogmatique comme on l'est malheureusement très souvent outre Sarine. Il faut qu'on arrive à comprendre que l'innovation n'est pas un mode de fonctionnement normal, que la Suisse a une carte à jouer exceptionnelle parce qu'on est numéro 1 d'innovation depuis longtemps et que je pense on a envie de le rester, mais que l'innovation ne se traduit pas seulement avec de bonnes idées et la démonstration de belles technologies, mais qu'elle doit aussi se transformer dans un impact positif pour nos concitoyens. Pour juste rajouter et compléter ce que Nicolas vient de dire, je trouve aberrant qu'aujourd'hui à Berne, on discute de couper le budget de InnoSuisse, par exemple. InnoSuisse, c'est l'agence d'innovation au niveau fédéral. Et justement, d'après ce que Nicolas dit, la conséquence est de dire qu'on doit avoir un bilan, un budget à l'équilibre, mais finalement, on est en train de couper les ailes au futur de la Suisse. Pour moi, c'est une folie totale. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'innovation est la meilleure réponse à travers la création de nouvelles sociétés et le soutien des PME qui font de l'innovation leur cœur de métier. La meilleure réponse pour favoriser une transition économico-sociale vers le futur et vers un monde à haute valeur ajoutée. C'est une évidence tellement flagrante que je n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est là où je pense la question de Berne, la question des conditions cadres, la question du financement, tout ça vient comme conséquence d'une stratégie qui est pensée et après exécutée. Juste le manque de vision de cette stratégie, c'est quoi finalement? Les entreprises partent? Alors ça, c'est la conséquence. Oui. Maintenant, la cause, c'est surtout une forme de déresponsabilisation extrême. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a tellement pas faim et on est tellement assis sur nos acquis qu'on n'a pas envie de changer. Et là, si vous me permettez juste de vous expliquer pourquoi la Suisse est numéro 1 mondial innovation, je pense que c'est intéressant. Et de nouveau, je ne le dis pas de manière à critiquer, je le dis de manière à provoquer la réflexion pour essayer de prendre conscience que ça peut être biaisé. La Suisse est numéro 1 basée sur des critères qui se valent tout à fait. Mais basé sur un système similaire, on est aussi numéro 2 mondial de production de long métrage. Et les États-Unis sont 17e. Vous voyez l'aberration. C'est-à-dire que personne regarde le soir, avant d'aller se coucher, des films suisses. Je regarde tous des films américains. Et la réalité, c'est que tous ces films sont créés à Hollywood. Il y a un cluster exceptionnel en Californie. Et que du coup, les États-Unis, qui sont un immense pays, est comparé à la Suisse. Mais les États-Unis, par définition, ce sont des États unis. Donc, on devrait plutôt comparer des pommes et comparer la Suisse à la Californie. Et dans ce cas-là, on ne serait pas du tout numéro 2 mondial de la production de films.
Et de la même manière, les États-Unis, en tenant compte de l'innovation, vous prenez l'Ohio, le Missouri, Hawaï et les autres États où il n'y a pas d'innovation au sens strict du terme. Si vous comparez le Boston avec la Silicon Valley, la Suisse n'est pas numéro 1 mondial. Donc, de nouveau, je ne dis pas ça dans une logique de critique, je dis ça dans une logique qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers et qu'il faut se donner les moyens de continuer à promouvoir l'innovation, mais surtout à ce qu'on ait un impact positif lorsqu'il s'agit de développer des entreprises qui vont créer de la valeur, que ce soit sous forme d'emploi ou valeur économique aussi pour le pays quand on parle de fiscalité. Mais aujourd'hui, voilà, ça va pas changer du jour au lendemain. Enfin, ce changement de culture, vous parlez du frein à l'endettement. Enfin, pour se dire qu'en Suisse, l'innovation, c'est pas un coût, mais un investissement, ça va pas changer tout de suite. Enfin, vous, aujourd'hui, c'est quoi votre état d'âme? Vous êtes inquiet? Vous êtes plutôt en colère? En colère, heureusement, pas encore, peut-être. Par contre, l'aspect que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu ces dernières dizaines d'années une professionnalisation très importante qui a été faite par tous les acteurs de soutien à l'innovation. Et je parle pour la fondation que je représente, mais pour mes collègues dans les cantons de Vaud, de Zurich, en fait partout. Les campus biotech qu'on connaît aujourd'hui n'est pas du tout les campus biotech qu'il y avait il y a 10 ans. Donc, il y a une professionnalisation accrue grâce au fait qu'on a été stimulé d'une manière continue par les entrepreneurs qui, eux, ont été de mieux en mieux, de plus en plus exigeants, de plus en plus demandeurs. Et par contre, on a d'autres niveaux, les niveaux politiques, qui sont vraiment en retard parce qu'il y a une certaine passivité que Nicolas évoquait tout à l'heure, que c'est dans la posture même. En fait, c'est plus intéressant que les cantons sont beaucoup plus dynamiques. Les cantons de Genève, par exemple, est très dynamique par rapport au sujet, mais il fait ce qu'il peut. Et les cantons de Vaud fait ce qu'il peut également. Donc, je pense que c'est une innovation qui est en train d'aller à des vitesses différentes et qui vient du bas. Et on voit que les entrepreneurs sont énormément plus avancés que nous-mêmes et nous adaptons dans notre travail de soutien à l'innovation. Mais après, les autres ont plus de la peine. Ouais, finalement, c'est pas le fédéralisme, ça? Oui, et puis si je peux peut-être compléter ce qu'Antonio vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse est une magnifique usine à idées. Je veux dire, on est une usine à idées, on produit de l'innovation mondiale de qualité extraordinaire, mais on n'arrive pas à transcrire ça dans des entreprises qui vont employer des dizaines de milliers de personnes. Peut-être que c'est un modèle qu'il faut simplement accepter. Je ne dis pas, de nouveau, je ne viens pas avec un jugement de valeur, mais si on veut changer ça, il faut changer les mentalités et il faut s'en donner les moyens. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à le faire. Et j'espère que demain, on le sera. Maintenant, c'est vrai que l'innovation est un mot aujourd'hui qui a une connotation extrêmement positive. Ça revient à dire j'essaie d'éradiquer la faim. Tout le monde a envie et va être d'accord avec ça. Là où il y a quelque chose de très subtil à comprendre, et c'est peut-être aussi un peu un parallèle que je fais avec la science, on dit souvent la science n'a pas de frontières. Quand on est un chercheur, on ne va pas se limiter à la Suisse. Quand on est un entrepreneur, non plus. Les entrepreneurs pensent global. Antonio le disait à l'instant, la Suisse est un petit point sur la carte mondiale. Il faut qu'on travaille ensemble et puis qu'on soit un endroit où les gens ont envie de venir, envie de développer des choses, mais avec un rayonnement international. Vous parliez de politique, c'est très bien parce que justement, il y a une motion politique qui a récemment été déposée pour encourager le développement des startups. Alors concrètement, brièvement pour nos auditeurs, elle propose de donner aux EPF, donc les écoles polytechniques fédérales, un rôle plus actif dans l'accompagnement des startups vers l'escalope avec la création d'un possible fonds. Alors, un fonds d'innovation publique, c'est vraiment la bonne solution, Antonio? Non, je ne pense pas dans cette façon-là, dans cette mesure-là, et je vous explique pourquoi. Je ne connais pas les détails donc, de l'initiative, donc je ne peux pas dire plus que ma réaction qui est basée sur le fait que la force de la Suisse est sur deux volets. La première, c'est la diversité des acteurs, la densité des acteurs. Il y a les PFL, il y a les universités, il y a les hautes écoles, il y a les CERN, surtout à Genève, qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a toute une richesse. Et à nouveau, cette proximité des différents acteurs qui fait que les technologies qui sont issues par un entrepreneur sont souvent une espèce de mélange de différentes compétences. Et ça, c'est vraiment unique. Au campus biotech, par exemple, on a un centre autour des neurosciences qui, justement, c'est un espèce de croisement de différents acteurs où les PFL, évidemment, fait partie, une partie importante, mais pas les seuls. Et je pense que c'est ça l'unicité. Donc ça, c'est la première chose, la diversité. La deuxième chose, c'est lié au fait que, historiquement,
la Suisse a eu succès dans cette première translation d'une invention vers un impact économique à travers la création d'une société, à travers cette innovation qui était faite par des acteurs différents au bon moment. Ça veut dire que les universitaires doivent rester universitaires et les gens du business doivent faire du business. Chacun a son métier. Donc, dans tout le reste du monde où vous avez eu des situations qui ont été gérées par les universités, même au niveau du financement, ça n'a jamais marché. La raison est simple, parce que chacun doit faire son métier. Nicolas Durand, vous partagez ce constat, c'est pas la bonne solution. Alors, je vais le nuancer un peu. Déjà, je pense qu'une motion comme celle-ci, qui vient aussi après la motion Gapani, qui était quand même similaire dans sa manière d'être, et également, par le passé, on a eu plusieurs tentatives de mettre en place des fonds étatiques, dont certains étaient proches de réussir. Je pense qu'il faut saluer le fait qu'il y a plus d'une centaine de parlementaires qui ont co-signé cette motion. Donc, il y a un vrai, je le disais avant, un vrai engouement à vouloir quand même trouver un moyen de soutenir l'innovation. Maintenant, pour être très clair avec vous, moi, je ne comprends pas comment un pays peut mettre des milliards chaque année dans la recherche et pas un centime dans la phase suivante, qui est la phase de croissance, qui va vraiment avoir un impact positif de nouveau sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui me débat. Je peux comprendre la position libérale qui consiste à dire oui, non, mais alors les bons projets vont survivre, les mauvais vont mourir. La réalité, c'est qu'il y a des beaux projets qui meurent chaque semaine. Et puis ça, c'est vraiment dommage. C'est de la valeur qu'on a perdue, dans laquelle on a investi au départ et qu'on n'a pas su transformer. Maintenant, ceci étant dit, la motion revient à un gros problème, selon moi, c'est qu'elle se focalise beaucoup trop sur les EPF et pas assez sur les PME à haute technologie. Je pense qu'on a un tissu en Suisse qui ne se limite pas seulement aux startups high-tech. Je pense que beaucoup de PME font de l'innovation, remarquable, et ça devrait être plus pris en compte dans ce type d'outils. Donc, on devrait plutôt aborder la question fonds publics, fonds privés. Oui, exact. Ça, c'est différent. Parce qu'un fonds public-privé, là, c'est évidemment la manière de le faire. Et surtout, un fonds public, d'ailleurs, pas géré par les publics, mais géré par les privés, qui aille cet aspect qui est essentiel pour favoriser ces ponts à créer entre les phases d'amorçage et les phases plus tard. C'est l'aspect de patience, un capital qui soit patient, qui laisse attendre les entrepreneurs se développer et sans avoir la pression d'investisseurs privés qui demandent une sortie. Ça, c'est essentiel. C'est la seule façon de pouvoir concevoir une machine qui arrive à fluidifier et créer un pont de l'amorçage jusqu'à les later stages, donc les périodes plus tard, où évidemment on aura des privés qui vont investir. Et les modèles du capital patient, c'est les modèles que seulement un acteur public peut forcer et obliger à faire. Et c'est un modèle typique Evergreen. On a des modèles qui existent déjà, qui marchent également ailleurs. Mais c'est plutôt la mécanique à faire. Pour inverser la tendance, il y a aussi Genève qui a fait un pas en avant. Ils ont lancé un plan directeur de l'innovation. Donc, c'était en mars 2025. Et il y a aussi donc la création d'un fonds d'innovation cantonale. Est-ce que vous en faites un bilan plutôt positif, Monsieur Gambardella ou... Oui, les chiffres disent que c'est un bon bilan. On a des croissances régulières, 20% année sur année, de montants qu'on arrive à octroyer et des nombres de projets qui ont été soutenus. D'ailleurs, pratiquement la plupart des projets que vous avez dans les rapports du Venture Capital qu'on citait tout à l'heure sont des projets soutenus par la FONGIP. Et donc, ça veut dire que c'est un modèle, et par les fonds dont vous parlez. Donc, c'est un modèle qui marche, c'est un modèle d'amorçage à nouveau. C'est un début. Donc, après, vous pouvez dire, mais oui, mais quand on dévaut par rapport à 11 millions, c'est 6 millions par an. Oui, c'est juste. Mais je vous rappelle qu'il y a 3 ans où on n'avait pratiquement rien. On avait 2 millions peut-être. Après, il y a 4 ans, on n'avait rien. Donc, vous voyez, c'est toujours une progression, c'est toujours une tendance qu'il faut évoquer, il faut intercepter. C'est toujours les concepts systémiques et holistiques de la chose. Et je pense que même dans les résultats des nombres de sociétés qui lèvent l'argent sur les cantons de Genève, petit à petit, on commence à voir ces résultats. Ce fonds d'innovation, la période, c'est 2025 à 2027. Est-ce que c'est une expérience qui va être renouvelée et peut-être avec d'autres montants?
Écoutez, moi j'espère, c'est la preuve qu'on devrait faire plus. On peut même augmenter ces montants parce qu'on doit être conséquent par rapport aux ambitions que nous avons. Est-ce qu'on pense que l'innovation, c'est une stratégie ou peut-être la stratégie entamée pour favoriser cette transition dont on parlait? La réponse, elle est clairement oui. Donc il faut maintenant mettre les moyens, comme Nicolas disait tout à l'heure, et au niveau cantonal, ces fonds est probablement une des meilleures façons de le faire. Et donc je m'attends que si on arrive à démontrer les résultats, parce que c'est une évidence qu'on a plus de projets à soutenir et plus d'argent à donner, on va confirmer et augmenter ces montants. Parmi les autres leviers, hein, donc là, on a parlé de le financement qui est un peu le nerf du problème. Il y a la fiscalité aussi. On entend souvent des critiques adressées à Genève, en particulier sur l'imposition de l'outil de travail. Quand on compare Genève justement avec d'autres cantons, par exemple Vaud, qui prévoit des abattements sur l'outil de travail, est-ce que selon vous, ça serait aussi un levier prioritaire sur lequel agir? Alors, la fiscalité reste un problème pour les startups de manière générale en Voilà. Suisse. Ça reste un problème pour celles qui sont basées dans le canton de Vaud et évidemment aussi celles qui sont basées à Genève. C'est un problème qui est compliqué à comprendre parce qu'il y a plein de dimensions différentes. Je vous en donner quelques-unes. La première, c'est la fiscalité qui s'applique à l'entrepreneur lui-même. Ce qui est dérangeant, selon moi, c'est que l'État part du principe que l'entrepreneur va rater. Et c'est pour ça qu'il va être imposé tout au long de son chemin, chaque année, sur une fortune virtuelle qu'il ne possède pas. Mais ça permet à l'État de récupérer de l'argent. Ce mécanisme a été mis en place pour le cas hypothétique où l'entreprise est rachetée, et à ce moment-là, l'entrepreneur ne paye quasiment plus d'impôts sur la fortune qu'il obtient. Alors, je ne sais pas où les personnes qui ont fait ce montage ont pensé que c'était une bonne idée, parce que peut-être ça attirait des gens qui étaient gourmands. Mais la réalité de l'entrepreneur qui vit le développement de son entreprise, c'est qu'il est saigné et que ce n'est pas à ce moment-là de l'histoire qu'il doit payer quelque chose. Ce serait plus logique qu'il rende à l'État et au système quand il touche quelque chose fondamentalement. On retrouve exactement la même logique avec les collaborateurs. Vous savez peut-être que dans les startups, on a ce principe de stock option plan, le plan d'incitation où on essaye, dans les jeunes années de l'entreprise, de motiver les collaborateurs qu'on ne peut pas forcément payer à des salaires exceptionnels. On a besoin des meilleurs talents, donc on leur donne des parts de l'entreprise à travers ces mécanismes-là. Et c'est pareil, c'est-à-dire que la fiscalité est tellement difficile dans ce spectre-là qu'assez rapidement, je me souviens en tout cas, c'était le cas chez Abionic, et les gens commencent à nous dire, écoute, en fait, on préfère vraiment toucher du cash parce que là, les actions, on va payer des impôts dessus, puis on ne sait pas si on va récupérer quelque chose à la fin. Donc ce sont des mécanismes qui fonctionnent relativement mal. Puis après, il y a toute cette histoire aussi de droit de timbre. Alors, vous me direz, on a déjà voté il y a quelques années. Moi, je faisais partie des gens qui ont essayé de s'engager pour faire en sorte que ça ne passe pas. Malheureusement, aujourd'hui, chaque fois qu'une entreprise fait une levée de fonds, une partie non négligeable revient immédiatement à l'État. Et puis ça, de nouveau, c'est dommage parce que c'est de l'argent dont l'entreprise ne peut pas disposer pour pouvoir se développer. Donc c'est vraiment un frein. C'est un frein, oui. C'est pas un frein que je considère personnellement comme majeur. C'est plus irritant, si je peux utiliser cette expression. C'est plus, de nouveau, des conditions cadres qui font que c'est pas optimal. Et on pourrait agir là-dessus pour faire en sorte que ça aille mieux. Par contre, contrairement à l'accès au financement, qui là, on est systémique. Hein, si vous n'avez pas de financement, votre entreprise meurt. Dans le cas de la fiscalité, l'entreprise ne va pas mourir. À ma connaissance, je n'ai pas d'exemple d'entreprise qui sont mortes à cause de ça. Par contre, évidemment, on pourrait faire mieux. Et après, je rajoute deux choses. D'abord, ce n'est pas un frein pour créer de nouvelles startups. Voilà, c'est pas ça. Hein. Ça peut devenir un problème. D'ailleurs, c'est un problème au niveau suisse en général. Au-delà de quelques, évidemment, arbitrages, même importants parmi les cantons, il y a après deux choses que je trouve importantes à dire. Première, que j'ai jamais rencontré, moi personnellement, un entrepreneur qui a décidé d'implanter une société en raison de la fiscalité personnelle ou de celle de ses collaborateurs. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'entrepreneur, il démarre, ou elle démarre, ou il ou elle veut, pour des raisons plusieurs. Et deuxième, normalement, ce problème-là vise les collaborateurs, vise également les entrepreneurs surtout, les fondateurs, mais à partir d'une certaine taille. Dans les sciences de la vie, ça peut arriver assez tôt parce qu'évidemment, on fait des levées de fonds assez tôt sans avoir de la substance économique derrière de la boîte. Mais ça veut dire que l'ancrage de la société, normalement, est déjà effectué sur un canton, sur une région.
Alors, on a parlé fiscalité, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent aujourd'hui un rôle pour attirer les talents, les entrepreneurs à Genève? Parce qu'on a entendu, il y a plusieurs experts qui expliquaient que Genève a du mal à attirer ses talents. Accéder aux talents, ça veut dire arriver à avoir la capacité pour attirer les talents. Et là, c'est hyper important d'avoir tous les outils qui arrivent justement à pouvoir attirer. Donc, permis de séjour. Typiquement, à Genève, on a une certaine dynamique par rapport aux demandes de permis de séjour. Mais c'est la taille là, du canton qui aide énormément pour avoir de très bonnes relations. Et l'administratif, des Oui, fois, oui. on dit que Genève n'est pas très agile au Oui, niveau de l'administratif. Ouais. Même en à l'échelle cantonale, je pense qu'on a fait un travail. Je pense qu'on a fait un travail et je pense qu'on peut améliorer. Mais sachez que pour quelque chose, on parlait tout à l'heure de la fiscalité par rapport au plan d'intéressement des collaborateurs. Genève est assez en avant, hein. On a travaillé très bien avec l'autorité fiscale cantonale et même les cantons de Zurich récemment est venu nous demander un peu comment on fait à Genève. Vous êtes entrepreneur, c'est quoi votre expérience alors là-dessus? Alors, bon, moi, je vais commencer déjà par dire que Genève et la Suisse, de manière générale, a d'immenses atouts. Et je pense notamment en termes de qualité de vie, en termes de branding, je veux dire la Genève internationale, l'accès à des organisations internationales, la stabilité, la richesse perçue. Ce sont des arguments qui sont extrêmement forts pour attirer des talents, mais aussi pour les retenir. Là où on peut mieux faire, et je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, l'État ne doit pas être perçu comme une entrave, mais comme un soutien. Moi, ce que j'attends des fonctionnaires qui travaillent pour l'État, c'est de nous faciliter la vie, c'est un peu plus de pragmatisme, un peu plus d'efficacité. On a une impulsion qui est tout à fait positive avec la conseillère d'État Delphine Bachmann, hein. Je pense qu'elle a bien compris le problème et puis elle pousse. Vous avez parlé avant du plan directeur d'innovation. Tout est centré autour de plus d'efficacité, de plus d'impact. Je pense que c'est très positif aussi. Maintenant, on peut encore faire beaucoup mieux. Je veux dire, je vous donne un exemple très concret. Je discutais l'autre jour avec une entreprise dans le MedTech qui me disait que maintenant, ils allaient faire leur étude clinique en Nouvelle-Zélande parce qu'en Nouvelle-Zélande, on obtient une approbation du comité éthique en 2 semaines. C'est garanti 2 semaines. Chez nous, il faut quoi? 6 mois? Ouais. Si tout va bien? Donc, ce sont ce genre de choses. Je veux dire, il ne faut pas 6 mois pour prendre une décision sur un test clinique. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il faut accepter que peut-être on ne fait pas tout juste, mais qu'on doit avoir plus d'efficacité. On est un pays champion d'anti-protectionnisme. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que partout où j'ai eu l'occasion de me rendre, il y a une volonté protectionniste de favoriser d'abord les entreprises indigènes. Et chez nous, on a tellement peur de se faire reprocher le fait qu'on a plutôt donné un avantage à une start-up plutôt qu'à une entreprise étrangère, qu'on va prendre le produit de l'entreprise étrangère. C'est incroyable, mais c'est une réalité du terrain. Et quand je parlais avant du marché intérieur, c'est aussi à ça que je faisais référence. Un entrepreneur qui veut réussir, c'est un entrepreneur qui veut atteindre un poids de rentabilité. C'est-à-dire qu'il doit trouver son marché, doit trouver des gens qui sont prêts à acheter son produit. Et pour ça, vous devez quand même avoir une facilitation, parce que sinon, personne ne vous donne l'occasion de prouver que votre produit peut fonctionner. On arrive à la fin de cette discussion. On a parlé des différents leviers, mais en une phrase chacun, si on peut résumer un peu, c'est quoi la priorité pour que Genève devienne vraiment le canton de référence pour l'innovation et les startups en Suisse? Je ne sais pas qui veut résumer ça en une phrase. Commençons à penser au niveau systémique. C'est vraiment, on doit parler de la Suisse romande au moins, mais probablement la Suisse entière. Et je vais vous porter l'exemple de Londres par rapport à la Suisse. Il faut se comparer à ces types de détails parce que le jeu de l'innovation se base en un jeu de masse critique. C'est à travers la création de la densité des différents acteurs qu'après vous pourrez voir sortir les fameux licornes par rapport à ça. Donc aujourd'hui, la taille de Genève va rester forcément trop petite. Et moi, je vais profiter de cette conclusion pour te contredire de manière totalement respectueuse. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de reprendre la direction du campus biotech parce que je veux en faire un centre mondial de recherche sur le cerveau. Et quand je dis centre mondial de recherche, je pèse mes mots. Je pense qu'aujourd'hui, on a une masse critique de chercheurs exceptionnels de l'EPFL, l'Université de Genève, des HUG, de l'EPIA, qui sont des spécialistes en neurosciences et en neurotechnologie.
Et maintenant, on essaye d'attirer plus on va dire de partenaires cliniques pour développer l'aspect translationnel, d'amener des patients sur le site. Évidemment, de développer l'entrepreneuriat. Avec la Forgit, on a un magnifique partenariat où maintenant on aura un bâtiment supplémentaire qui va être finalisé cette année. On aura, j'espère, plusieurs dizaines de startups dans les sciences de la vie, mais surtout dans le neuro, qui vont pouvoir renforcer. Et puis aussi la partie économique. Parce que ce qu'on veut, c'est pas seulement développer des jolies technologies, c'est pas seulement montrer des belles idées, c'est vraiment avoir un impact positif sur ces maladies neurodégénératives, sur ces problèmes neurologiques, surtout cet aspect sociétal aujourd'hui qui coûte extrêmement cher à tout le monde et dont on est dont on fait face à chaque moment de sa vie. Donc je pense que Genève a une jolie carte à jouer dans ce domaine-là, comme elle l'a encore dans tout ce qui touche aux organisations internationales. Ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est exactement la conséquence de ce que je dis. Parce que l'innovation au niveau généraliste, évidemment, a besoin de masse critique. Mais la masse critique, on peut la retrouver typiquement dans des secteurs très spécifiques, des verticaux qui sont très bien définis. Ou, par exemple, le campus biotech, certainement une carte à jouer autour des neurosciences. Là, c'est certain. Et pourquoi? Parce que c'est le campus biotech basé à Genève, mais qui finalement va intercepter toute la dynamique de la Suisse romande. Et là, on finit sur une conclusion, on est parfaitement alignés. Antonio Gambardella, Nicolas Durand, je vous remercie beaucoup pour vos explications puis pour cette discussion animée. Avec Marine Imbert, on vous retrouve tout bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous.